Bon, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Pratique de l'instant du vivant. Alors, peut-être un peu bizarre pour certains, certaines, ce titre. Et dans ce titre, on pourrait, me semble-t-il, avoir 3 questions. Comment pouvons-nous pratiquer l'instant? D'accord? Comment est-ce possible que l'instant soit à pratiquer ou puisse être pratiqué? C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est la première question. La deuxième, je parle instant du vivant, c'est quoi? En quoi l'instant serait vivant? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le vivant, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que le vivant? Alors, je vais commencer avec la troisième question. N'hésitez pas, quand il y a des questions, à m'en poser, je vous répondrai. N'attendez pas la fin, ou alors vous me posez des questions, puis je les dirai à la fin. Mais dès qu'il y a une question, au moins écrivez-la. Alors, le vivant, on a l'habitude de le voir à l'extérieur. D'accord? C'est pas pour rien, on le verra dans cette conférence, dans mon partage. Et dans l'extérieur, le vivant, il est multiple, il est diversifié. Il est humain, il est animal, il est végétal, il est minéral, il est intersidéral, même à l'extérieur de nous, il est immense. Le vivant aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi, traverse toute forme, qu'elle soit humaine, animale, végétale, minérale. La vie va traverser toute forme. Elle est aussi très, très riche dans notre intériorité. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce que vous allez trouver à l'extérieur, vous allez le trouver à l'intérieur. Alors, dans l'intériorité humaine, je vais parler surtout de celle-là, on va avoir du visible dans ce vivant et on va avoir de l'invisible. Qu'est-ce qu'on va avoir comme visible? Tout ce qu'on appelle en psychologie quantique le manifesté du vivant corporel, puisque ça se voit à travers le corps. Qu'est-ce que je veux parler? De quoi je veux parler par là? Des sensations, des émotions, des pensées. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Il y a 9 dimensions et moi je les ai transformées en 15 niveaux. Et vous verrez toute la richesse. Ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que à travers le corps, tout l'univers traverse. Donc la partie invisible va être, par exemple, ce qui soutient la vie. Il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça l'être, il y en a qui appellent ça la conscience de l'essence, il y en a qui appellent ça l'absolu sans nom, il y en a qui appellent ça la vie. Tous ces mots veulent dire la même chose, mais en même temps, le mot, lui, ne fait pas vivre la chose en conscience. Vous comprenez ça? Alors, en psychologie quantique, on parle de 9 dimensions. Dans ces 9 dimensions, vous allez avoir la dimension extérieure. La dimension extérieure, elle est comme elle est. Par contre, pour des raisons précises que j'évoquerai tout à l'heure, on ne va pas voir la dimension extérieure comme elle est. On ne va pas voir le monde comme il est réellement. On va le voir à travers nos filtres, pour des raisons très précises. Ensuite, on va avoir la dimension de la pensée. Tout ce qui est pensée, tout ce qui est croyance, tout ce qui est l'ordre du mental. On va avoir la dimension émotionnelle. Alors, on pourrait compter 7 dimensions, 7 émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie. Ça, c'est les basiques. Alors, c'est quand même bizarre. Sur 4, il y en a 3 négatives. Je vais fermer mon téléphone comme ça, on ne sera pas embêté avec. Ouais.
Et les complémentaires sont le désir, l'envie, le dégoût et la surprise. L'émotion, ça a, comme les deux autres dimensions que je vous ai données, ça a des rôles précis, ça a des fonctions précises. Ensuite, on va trouver la dimension biologique qui est extrêmement fournie. Je reviendrai dessus tout de suite après. On va trouver ensuite la dimension de la qualité de l'essence. La qualité de l'essence, c'est, en deux mots, tout ce qui est pur. La liberté, l'amour inconditionnel, la paix, la sérénité, ce qu'il y a encore, il y en a plein, le silence peut être considéré comme une qualité de l'essence. Donc voilà, il y a plusieurs qualités. Vous allez ensuite avoir la dimension du je. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec les dimensions parce que ça nous mènerait trop loin. Vous allez avoir la dimension des archétypes. Dans les archétypes, vous avez les archétypes naturels comme l'attraction terrestre, par exemple, ou la masse, ou l'énergie, ou le temps. Ça, c'est des dimensions naturelles qui sont en nous, qui sont palpables, qui sont visibles. Vous avez ensuite la dimension du non-je, la dimension du je, et le vide, qui n'est pas vraiment une dimension, qui est plutôt une porte, et l'absolu sans nom. Dans chaque dimension a ses lois. Et ce qui est vrai dans une dimension n'est pas forcément vrai dans une autre. Et je vous dis ça, je vous donne cette ouverture-là, parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer quelque chose, et je reprendrai ces dimensions pour vous expliquer comment ça marche en nous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a peu conscience de cette diversité? Avant, je vais parler quand même de la biologie. Je vous avais dit que j'en parlerai. Dans la biologie, vous allez avoir une facette survie et une facette vie. Vous allez avoir dans la facette survie, qui nous sert à pouvoir vivre dans notre incarnation, je vais le dire comme ça, certaines dimensions, certains niveaux qui nous permettent d'appréhender les choses et qui nous permettent aussi d'avoir une identité, donc d'avoir une conscience individuelle, donc une conscience de notre forme avec le matériel qu'il y a. Dans cette biologie, vous avez des sensations, vous avez des mouvements énergétiques, vous avez des vibrations. La vibration est aussi un archétype. Vous avez la dimension émotionnelle qui va jouer, vous avez la dimension de la pensée qui va jouer. Cet ensemble, en communication, va donner des attitudes, des états d'âme et des comportements qui vont nous aider à répondre à l'extérieur. Avec quoi? Avec les filtres de la structure de survie. D'accord? Et dans cette biologie, on a aussi, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le corps était traversé par l'universel, on a aussi quelque chose que Stephen Wolinski de la psychologie quantique et Hilda Rolf appellent le pôle biologique. Et le pôle biologique, en fait, c'est l'axe tertiel. On a aussi toute la communication des chakras, des nadis, qui est aussi en relation avec l'extérieur et l'intérieur. Et ce pôle biologique axe tertiel, en fait, à travers lui, on peut voir la dimension du je. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose de visible dans ce manifester du vivant corporel. Toujours est-il que quand on parle de manifester du vivant, le manifester est ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire qu'on voit tout. C'est pareil pour la dimension, pour la vie extérieure. Pour la vie extérieure, vous allez voir ce qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire que c'est pareil en Chine, au Japon, et ça on le sait, mais on ne le voit pas. D'accord? Simplement, on peut le voir à travers des films, à travers des témoignages, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons peu conscience de cette diversité intérieure? Je pourrais le dire aussi,
Qu'est-ce qui fait que nous apprécions plus, que ce soit en négatif ou en positif, la diversité extérieure? Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que à partir du moment où on s'incarne, on tombe dans un monde où on est appelé à se protéger et à se défendre. Maintenant, il y a quelque chose par rapport à ça de très, très intéressant à comprendre, à saisir, à voir, à expérimenter et à explorer. Et qui est en chacun de nous. Et qui, en plus, est une porte d'apprentissage de la vie et de soi-même. C'est la structure de survie. Ce qu'il faut savoir avec la structure de survie, pour survivre, il faut quoi? Et c'est un des boulots de notre cerveau. Notre cerveau doit faire en sorte que dans les 30 secondes qui suivent, on survive, on vive encore. Il fait ce travail-là. Mais il fait ce travail avec quoi? Avec des perceptions, d'expériences que la biologie a emmagasinées, que ce soit de la généalogie, que ce soit, certains parlent de vie antérieure, ça c'est autre chose, que ce soit de l'extérieur aussi, proche ou lointain, ou de ses propres expériences. Ça commence avant même la naissance. Il y a quelque chose en psychobiologie qu'on appelle le projet-sens. Et le projet-sens, c'est quoi? C'est le fait qu'on va prendre chez nos parents les situations émotionnelles problématiques inconscientes pour pouvoir y apporter une solution ensuite. C'est comme une sorte de mission, si vous voulez. Et ça va composer la base de nos filtres dès la vie intra-utérine, dès la conception, même avant. Et ça va formater des croyances, des injonctions, des directions, des émotions, toute une expérience de vie engrammée. Et à partir du moment où l'enfant va naître et va connaître des expériences, il va les vivre à travers ces filtres-là, qui vont petit à petit constituer, enfin la biologie va constituer la personnalité à partir de ces activations. Pour survivre, il nous faut des idées de ce qui peut nous faire mourir, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, que moralement, que émotionnellement et même spirituellement. Qu'est-ce que j'entends par même spirituellement? J'entends par là notre identité. Notre identité, dans notre forme incarnée, c'est une spiritualité. On se voit à travers ça. Ah, bonjour, je te rends muet. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous met dans une dynamique, d'accord? Laquelle? C'est que ces perceptions, en fait, où on croit qu'on va mourir, on n'en a pas conscience, on est bien d'accord. On n'a pas le temps, quand on est sous le danger, de réfléchir si c'est dangereux ou pas. Il faut réagir, d'accord? Mais réagir n'est pas agir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une projection, qu'on appelle aussi transposition, une projection sur le monde extérieur, d'accord, des perceptions qu'on ne veut pas avoir, mais qu'on a, qu'on vit inconsciemment, mais on les vit quand même. Ok, la force de l'inconscient est énorme. Sur le monde. Ça fait quoi? Ça fait qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. Et l'éveil, c'est quoi? C'est simplement enlever ces filtres de ses yeux, de ses perceptions, pour pouvoir regarder les choses comme elles sont. Tout simplement. C'est ça l'éveil. C'est rien de plus. En tout cas pour moi. Mais ça nous met quand même dans une dynamique qui est, je dois m'intéresser à ce qui est extérieur à moi. C'est comme si je m'oubliais, moi, à l'intérieur. C'est évoqué par Annick de Souzenel, pour ceux qui la connaissent, qui, elle, parle de la naissance comme un gant qui serait retourné. Et l'intérieur devient l'extérieur, et l'extérieur devient l'intérieur.
C'est un peu ça qui se passe, c'est juste de le dire. Euh, et, euh, et à ce moment-là, bien évidemment, on fait attention à l'extérieur, on regarde ce qui va pouvoir, avec nos filtres, nous faire du bien ou nous faire du mal. Sauf, ce qu'il faut comprendre, que ce qu'on a été chercher dans les perceptions qu'on ne veut pas vivre, qui nous servent à survivre, elles sont passées. Donc, elles ne sont pas en relation avec le présent. D'accord? Dans la structure de survie, vous allez trouver, pour moi, deux choses importantes. Une résistance aux perceptions passées, j'en ai parlé, je viens d'en parler, mais aussi une résistance que l'ego va exercer. Je vais vous donner un exemple. Je fais une séance ce matin à quelqu'un, et puis on tombe, avec les techniques que j'emploie, sur une expérience qu'il a vécue où vraisemblablement il y a une perte d'un jumeau. Alors, ce n'est pas la situation que la biologie va utiliser pour construire la structure de survie, donc la personnalité, mais c'est les perceptions qui sont vécues dans la situation, d'accord? Et les perceptions qui sont vécues comme dangereuses ou non dangereuses. Pour cette personne dont je vous parle, la perception qui était, semble-t-il, difficile, et qui est utilisée par la structure de survie en protection défensive, c'est le fait qu'à un moment donné, le jumeau, il s'en va. Il a eu l'habitude d'être avec pendant un certain temps, puis brusquement, il n'est plus là, et il y a un silence. Ce silence, pour lui, il est anormal. Si en plus, on ne l'a pas vu, ça résonne avec le passé générationnel, ça fait bingo. C'est-à-dire que à ce moment-là, il va y avoir une réaction des défensives qui va commencer à se construire, qui va être prise. Alors, ce qui est rigolo, c'est en fait de voir que cette personne, elle a travaillé dans le son, elle a un problème d'oreille avec le son. Alors, je ne vais pas faire tous les parallèles parce que je veux pas trop divulguer sur la personne. Je ne veux pas qu'on la reconnaisse. Donc, voilà, mais il y a plein de choses dans sa vie qui vont, de cette expérience, être exprimées d'une manière détournée. Et ça, c'est une dynamique de survie. Je peux vous parler de ma dynamique de survie, je n'ai pas de problème avec ça. Pour donner un exemple, mon père était l'oncle par alliance de ma mère. Donc, ils avaient 20 ans de différence et ça n'a été pas facile pour eux de rester ensemble parce que ça a foutu en l'air la famille de ma mère. Puisque la femme de mon père était la sœur de la mère de ma mère. D'accord ? On est en 1940 quand ça se passe, quelque chose comme ça. Ça a commencé avant la guerre et puis ça s'est cristallisé après la guerre. Et ils vont avoir 3 enfants, je suis le 3e, sauf que mon père, il reste avec sa première femme, donc ma grande-tante. D'accord ? Alors, quand je vous disais que ça va se retrouver dans nos vies, voici un autre exemple, et c'est une dynamique pour moi de survie et de vie. Personnellement, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir 2 relations en même temps, de débuter avec 2 relations. Il fallait absolument que je choisisse. Je ne pouvais pas rester avec les 2 en même temps, les 2 relations en même temps. C'était impossible pour moi. Voilà comment ça s'est cristallisé, enfin une partie. Chez mes 2 frères, mon frère aîné, lui, il a eu toujours la même femme, sauf qu'il l'a cocufiée plein de fois. Donc c'est une façon d'avoir 2 femmes
en gardant qu'une. D'accord? Et mon frère du milieu, lui, en fait, il est toujours marié, sauf qu'ils vivent dans la même maison, mais ils font chambre à part, ils ne sont plus ensemble. Donc chacun a apporté sa solution. Je veux dire, c'est le cerveau qui apporte cette solution. Bonjour serpent. Ok. Et c'est juste pour vous faire comprendre cette dynamique de survie et comment les informations, les perceptions peuvent jouer dans nos vies. Je peux vous dire que c'est colossal. Alors, étant donné que c'est colossal et pas contrôlable, bien évidemment, on va faire en sorte de ne pas apprécier la richesse des perceptions intérieures. Et dans ces perceptions, c'est le manifesté de la vie. C'est le manifesté du vivant. D'accord? Peut-être aussi par peur que si on est trop accaparé par ces perceptions, on n'a plus de contact avec l'extérieur. Ce qui est faux. Je peux vous dire puisque je le vis. Alors, quand cette personne a vécu le départ du jumeau, il y a un phénomène qui se passe. Le silence est insupportable, la séparation est insupportable, il y a une incompréhension. À partir du moment où il y a une incompréhension qui est vécue dans un malaise, il va falloir que le cerveau trouve des solutions pour survivre. D'accord? D'où son travail dans le son, par exemple. D'où aussi son problème d'oreille, par exemple. Et comme il y a, entre guillemets, danger de mort, d'une certaine mort, il va falloir survivre, il va falloir créer une identité qui va se percevoir comme plus forte que le vécu émotionnel. Je vais parler de vécu émotionnel, mais en fait, c'est le vécu des perceptions. C'est plus que de l'émotion. Il va falloir se sentir plus fort que ce qu'on croit qui va nous tuer. Seulement, l'histoire, c'est que s'il a besoin de se sentir plus fort que le vécu dans le silence avec tout ce que ça comporte pour lui, il ne peut pas lâcher la peur du silence, ou plutôt son cerveau ne peut pas lâcher la peur du silence. Parce qu'à partir du moment où il dit à son cerveau, dans ses actes, dans ses actions, ça, j'en veux pas, le cerveau va le protéger de ça, et pour le protéger, il faut toujours que l'attention soit omnibulée par la dite chose. Est-ce que vous comprenez ça? À partir de là, les filtres se construisent. À partir de là, inconsciemment, on ne voit que ça, et on cherche à voir autre chose, mais en ayant un besoin de ne pas voir autre chose, puisque ça nous protège et ça nous défend, et ça construit l'ego qui, lui, se sent plus fort que les expériences où il avait l'impression de ne pas pouvoir exister, de ne pas pouvoir être là. Et c'est complètement illusoire. Donc ça, c'est des données importantes. Pourquoi? Pour comprendre ce qui se passe en nous, êtres humains, au niveau de la structure de survie, qui nous projette dans la vie extérieure et qui nous rend, je dirais, en tout cas dans ce que j'ai pu rencontrer, handicapés de la perception. Dans les gens que je côtoie, très peu ont la capacité de rencontrer, de laisser vivre, de laisser traverser leur conscience les perceptions telles qu'elles viennent dans l'instant. Alors maintenant, est-ce que la vie intérieure est séparée de la vie extérieure? Pour la structure de survie, je viens de l'expliquer, peut-être que c'est facile à comprendre maintenant. Oui. Et on retrouve ça en psychobiologie, en biologie totale, où on parle de conflit biologique. Dans le conflit biologique, qu'est-ce qui se passe? La biologie, elle a pour fonction d'avoir un maximum
d'informations pour pouvoir vivre et survivre. D'accord? Survivre fait partie de la vie, mais vivre, ce n'est pas survivre. Vous comprenez ça aussi? Et en fait, ce qui se passe dans le conflit biologique, c'est que il y a tout un tas d'informations dans notre inconscient que le cerveau va utiliser pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir diriger notre vie. Et il y a notre intellectualisation sur la chose, donc ce qu'on rend vrai, ce qu'on ne rend pas vrai, ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas, mais en même temps, en ne comprenant pas tout de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous comprenez ça? À partir de ce moment-là, comme en plus l'intellect est binaire et que le biologique est multidimensionnel, il y a un conflit biologique qui se construit. Pourquoi? Parce que toutes ces informations, elles ne sont pas contrôlables. L'ego ne peut pas se sentir en sécurité là-dedans. À partir du moment où vous êtes dans l'absolu sans nom ou dans l'être, oui, il n'y a pas besoin de sécurité. Maintenant, pour la question est-ce que la vie intérieure est séparée de la vie extérieure? Pour la vie, non. Il y a un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle qui dit cela. Tout ce qui nous arrive est juste. Pourquoi? Parce que ça arrive à nous-mêmes. Je ne sais pas comment vous percevez, je veux dire, cette idée ou cette constatation, mais en tout cas, elle a quelque chose de pratique. Qu'est-ce qu'elle a comme pratique? À partir du moment où il y a une situation qui nous arrive, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'en nous, ça l'appelle. Et je peux vous dire que c'est hyper intéressant. Après, il faut pouvoir entendre son inconscient et recevoir son inconscient. Là-dessus, j'aimerais préciser ça. Est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a la verbalisation de ce qu'on peut vivre ou de ce qu'on peut voir de la vie? Par exemple, ça c'est une table, ça c'est un sofa, ça c'est un bureau, ok? Mais quand je dis ça c'est un bureau, j'ai rien dit du bureau. Quand je dis ça c'est un sofa, j'ai rien dit du sofa. Quand je dis ça c'est une table, j'ai rien dit de la table. Vous pouvez vous imaginer tout ce que vous voulez. Donc le mot est très restrictif. Et ça marche aussi comme ça avec l'intellect et le biologique. Le biologique n'est pas restrictif. L'intellect va l'être. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Maintenant, l'instant du vivant. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de l'instant du vivant? Avant, je vais évoquer quelques principes. Alors, dans l'instant, je lis ce que j'ai marqué. À partir du moment où je pense à quelque chose, à partir du moment où je fais quelque chose, à partir du moment où une situation vient à moi, à partir du moment où là, je vois vos noms et je ne vous vois pas, et il y a un écran noir et il y a ma binette, automatiquement, ça va activer des associations dans la pensée, consciente et inconsciente, mais ça va aussi activer des perceptions, des chaînes associatives de perception. D'accord? Ça, c'est la première chose qui est importante à comprendre. Et il n'y a que dans l'instant qu'on peut accéder aux perceptions de la vie. D'accord? Puisque hier, c'est passé. Demain, c'est pas encore là. Maintenant, dans l'instant, il y a les informations du passé. Et dans ces informations, ou par ces informations du passé, on peut se sentir en prison si on ne veut pas les vivre. À ce moment-là, on est tenu par elles. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Posez-moi la question s'il y a. Je vais voir ça. Okay. Je vois s'il y a eu des tchats en même temps. Et
J'en étais où? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Et à partir, oui, donc je disais donc, il y a le passé, et puis on peut être pris par ce passé, ou ça peut être simplement des références, et ces références, à ce moment-là, si elles sont accueillies en conscience, elles ne sont plus problématiques, elles ne sont pas enfermantes. Voilà, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. L'autre principe que je voulais dire par rapport à l'instant du vivant, c'est celui-là. Alors je vais vous lire ce que j'ai marqué. Ce ne sont pas nos expériences de vie qui construisent dans notre biologie la structure de survie, mais notre biologie qui se construit en utilisant ce qui est utilisable dans son histoire pour survivre. Je vais l'expliquer autrement. En général, dans beaucoup de thérapies, par exemple, on considère que c'est parce qu'il s'est passé ça, il y a un âge-cause, qu'on connaît ça. Si ça, c'est vrai, comment peut-on le changer? Je considère que ce n'est pas vrai. Ce que je considère comme vrai, et dans ce que j'ai pu remarquer dans mes accompagnements, c'est la chose suivante. C'est que notre personnalité passe obligatoirement par la survie et par un ego. Qui est ce qu'il est? On en a besoin, d'accord? Mais c'est intéressant de le démystifier et de l'épurer. Donc, ah, bonjour Marie-Noël. Je veux juste... Okay. D'accord. Du coup, moi, ça me fait perdre mon fil. Oui. Et qui va utiliser des informations, donc du passé, qui peut être très lointain, et ça peut être très choquant. Je vous raconterai une histoire après. Pour pouvoir construire la personnalité qui va se sentir existante en rapport à certaines choses. Et en rapport à quoi? Ben, obligatoirement à des perceptions et à des vécus où il y a eu des perceptions. D'accord? Oh, je vous disais un exemple. Je me demande si je vous raconte ça. On verra tout à l'heure. Il y a un autre principe qui est important, c'est que en biologie totale, on considère qu'en biologie, il n'y a ni victime, ni bourreau, ni sauveur. Par contre, dans la structure de survie, on va considérer que ce qui nous arrive, quand c'est fâcheux, on est victime. C'est pratique par rapport à certaines lois et par rapport à certaines données du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Il pourrait fonctionner autrement. Dans d'autres pays, ça fonctionne autrement. Mais, en tout cas, si ce que Eckhart Tolle dit, quand toute situation qui nous arrive est juste, ça peut même être des agressions, j'entends bien, et j'en ai vécu, donc je peux en parler, eh bien, si elle nous arrive, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui l'appelle. Et en nous, il y a aussi du générationnel. Il ne faut pas l'oublier. Par exemple, pour illustrer ça par contre, je vais vous donner un exemple. J'ai eu un contact avec quelqu'un qui a attouché ses deux filles. Et ces deux filles ont porté plainte. Il a été inquiété par la police, il a été jugé. Et on a fait, dans mes outils, j'utilise les constellations familiales. Et on a été constellé dans son générationnel. Et en fait, on a constaté que l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père avait commis des sévices sexuels,
si je m'en souviens bien, c'était même pas que sexuel, il y avait aussi des tortures, des choses comme ça, absolument abominables. Il n'a jamais été jugé. Donc, la solution pour cette personne, c'est d'intervenir sur ces filles pour être jugé à la place. Ça peut paraître complètement fou ce que je suis en train de raconter. Mais je peux vous dire qu'on collectionne ce genre d'exemples dans nos dossiers, les gens qui travaillent de la même façon que moi. Mais en même temps, c'est très éclairant de comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que réellement, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Et qu'à partir du moment où on se pose victime, on va passer bourreau et on va passer sauveur. C'est-à-dire qu'on va en vouloir à celui qui nous a attaqué, donc on va devenir son bourreau, et on va vouloir être sauveur de ceux qui ont vécu la même chose que nous. D'accord ? C'est une façon d'agrémenter et c'est quelque chose qui est dans la structure de survie. Mais à partir du moment où on pénètre à l'intérieur de soi ce genre de disposition, ce genre d'information qui emmène une dynamique de survie, qui emmène un destin. Alors, je ne veux pas dire par là que le destin, on doit le vivre complètement. Non, on peut l'épurer, mais il y a une partie, à partir du moment où on reste identifié à lui, on le vit de toute manière. Mais à partir du moment où on a la possibilité de rencontrer ces perceptions, on peut mieux les comprendre et on peut mieux comprendre la structure de survie. Et à partir du moment où on comprend la structure de survie, on n'est plus enfermé en elle et à ce moment-là, on peut s'ouvrir à la vie. Et ça, j'appelle ça la deuxième naissance. La première naissance, c'est la structure de survie. Peut-être que vous comprendrez ce que je vais dire maintenant. Les informations qui sont en nous, elles sont faites pour passer. La vie, c'est un mouvement. Considérez, en faisant une toute petite méditation là, dans une contemplation, considérez tout ce qu'il y a autour de vous, là où vous êtes. Tout ce qu'il y a autour de vous, à un moment donné ou à un autre, ça va disparaître. D'accord ? Considérez que ce que vous avez, ou ce que les autres ont, dans les pensées, dans les émotions, dans leurs croyances, dans vos croyances, ça passe. Ça peut revenir, mais ça passe. Considérez que votre forme, l'idée de vous-même, disparaîtra un jour ou l'autre. Considérez donc que tout ce qui est de l'ordre de l'avoir disparaîtra ou disparaît à un moment donné. Telles sont les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la structure de survie ? C'est que la structure de survie, comme elle a besoin de résister à des informations, et pour résister, il faut qu'elle les garde dans l'inconscient, elle ne laisse pas circuler la vie. Et en ne laissant pas circuler la vie, c'est-à-dire, par exemple, en retenant des perceptions du passé pour ne pas les retrouver dans le futur, on perd l'instant présent. Pourtant, c'est dans l'instant présent qu'on peut constater ce qui fait partie du passé et qui est peut-être mal présent, c'est-à-dire mal ajusté au présent, et qui va donner donc un comportement falsifié, détourné, qui est plus lié au passé qu'au présent, d'accord ? Et donc, le mouvement va être faussé de par là même.
Mhm. Pas de questions pour l'instant? La perception, le passé, de serpent à moi. Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, serpent? Perception de l'instant. Ok. Alors, quel serait, avec ce que je viens d'évoquer, de partager, qu'est-ce que je veux dire, de quoi je veux parler dans la pratique de l'instant du vivant? Je pense que vous avez compris que je parlais dans l'instant de quelque chose qui restait enfermé, conditionné, et autre chose qui lui était beaucoup plus ouvert à la vie, puisque nous sommes traversés par des informations qui vont être utilisées par la structure de survie pour se protéger et se défendre, d'accord? Qui peuvent être par exemple des croyances comme je suis pas capable, je suis agressif, ça c'est je suis agressif, c'est défensif, je suis pas capable, c'est protecteur, ah non je peux pas, je suis pas capable, d'accord? Ça peut être utile, ok? Euh, et aussi toute la vie. À partir du moment où je choisis, je décide d'être ici et maintenant, dans une présence, qu'on pourrait appeler l'être, si vous voulez, le vide, la conscience de l'essence. Si je suis accaparé par quelque chose, que ce soit de mon passé, que ce soit une mission à remplir, que ce soit un rôle à jouer, que ce soit des fonctions, et que je ne peux pas abandonner pour un instant ces préoccupations, je reste conditionné dedans. Vous comprenez cela? Et de par ce fait, je ne jouis pas en conscience de l'instant. Donc, quand je parle de pratique de l'instant du vivant, ça passe obligatoirement par une forme de nettoyage, d'épuration, de simplification, de démystification de tout ce qui a été rendu mystérieux. Qu'est-ce qui a été rendu mystérieux? Les perceptions. Mais elles ne sont pas mystérieuses. On en a besoin pour vivre et survivre. Par contre, entre elles, elles peuvent combiner des choses assez folles, assez douloureuses pour l'état d'esprit. Elles peuvent constituer des bugs. Elles peuvent constituer ce qu'on appelle des défauts, des contradictions. Et Nisargadatta disait ça, nous sommes trois choses. Nous sommes ce que nous pensons être, mais en même temps on ne l'est pas. Nous sommes ce que l'autre pense que nous sommes, mais en même temps on ne l'est pas. Et nous sommes ce que nous sommes réellement. Dans la structure de survie, ce que nous sommes réellement, on l'oublie. On l'oublie pour pouvoir s'identifier à un ego qui va essayer d'être plus fort, qui va être toujours dans un devenir pour survivre. Et à partir de ce moment-là, on va être sur je suis ce que je pense être et je suis ce que l'autre pense que je suis. Oui, sauf que quand l'autre pense que je suis un con ou un faiblard ou je sais pas quoi, ça va pas forcément me plaire, là je schématise. Donc il va falloir que je joue avec ça. Et si j'ai besoin de me sentir capable, alors que dans mon inconscient, j'ai la croyance de ne pas l'être, je vais utiliser l'autre pour me prouver que je suis capable. Donc ça va être aussi, quand je parlais de dynamique tout à l'heure, ça va rentrer dans la dynamique de survie. Mais à partir du moment où on ne voit la vie qu'à travers cette survie, on ne peut plus apprécier à l'intérieur de soi la vie telle qu'elle est réellement.
Par rapport à la pratique de l'instant du vivant, je voulais vous partager 3 principes qui me semblent importants. Il y en a un de Nisargadatta qui dit ça: pour savoir qui tu es, sache qui tu n'es pas. C'est le fil que tu avais perdu et que tu cherchais. Ok, merci. Donc, pour savoir qui tu es, sache qui tu n'es pas. C'est vachement pratique. Je parlais tout à l'heure de 2 naissances. La première naissance, c'est quoi? On naît à travers les perceptions de nos parents, qu'on va chercher dans le projet sens, que notre biologie va chercher dans le projet sens. Et en même temps, soit on va s'identifier à nos parents, c'est-à-dire qu'on va, se mettre sous leur ordre, soit on va se rebeller, ce qui est la même chose. Et il y a une croyance que c'est eux qui nous donnent la vie. C'est la vie qui nous donne la vie. Et l'invisible de la vie. On a des tonnes de théories avec ça. C'est que des théories. On ne sait pas réellement. Et donc, la deuxième naissance, c'est à partir du moment où on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus que ces perceptions, ces certaines perceptions. D'accord? Et en passant par la structure de survie, à partir du moment où on la voit en conscience et on la prend pour ce qu'elle est, survivre, eh bien, on peut élargir sa vision, on peut élargir ses perceptions et accueillir et ne plus être omnibulé inconsciemment par des perceptions défensives ou protectrices et élargir son champ de vision, son champ de perception à la vie elle-même. Donc là-dedans, il y a un apprentissage. Deuxième principe qui découle du précédent, pour expérimenter la vie, sache et expérimente ce qu'elle n'est pas. Ce que nous faisons tous. À partir du moment où on vit la vie à travers nos perceptions non comprises ou non conscientisées, eh bien, on vit la vie qu'elle n'est pas, on vit la vie qu'on projette, qu'on croit. À partir du moment où on démystifie ça, on enlève nos pots de sauce de devant les yeux. Troisième principe, qui découle encore un peu, pour savoir ce que tu dois faire, sache que la vie a toujours fait en toi pour toi. Il y a un phénomène qui est aussi amené par la structure de survie, qui est le suivant, c'est qu'à partir du moment où on doit se défendre de l'extérieur, du danger extérieur, et on s'en défend encore une fois à partir des perceptions de danger qu'on a intériorisées. D'accord ? À partir de ce moment-là, la vie est dangereuse. Donc la vie est considérée comme mortelle. Ah, intéressant. Et à partir de ce moment-là, comme nos perceptions dangereuses sont intériorisées, c'est notre vie intérieure qui est mortelle. Ça revient à ça. Pas dans notre conscience, mais dans notre inconscient, oui. Par rapport à la structure de survie, entendez bien ça. Pourtant, c'est la vie qui nous construit. C'est par la vie qu'on se construit. Que survivre fasse partie de la vie, je suis d'accord. Mais c'est elle qui tout le temps nous donne. C'est elle qui tout le temps est là, au moindre pas. Que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez vide, que vous l'appeliez immanent, peu importe. C'est les mêmes choses. Il y a quelque chose qui nous porte, et bien évidemment, dans notre expérience de vie, il y a la disparition du corps, puisque tout ce qui est de l'ordre de l'avoir, un jour ou l'autre, disparaît. J'ai vécu cette expérience-là il y a quelques années où j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais la vie. Et pour moi, vous êtes la vie aussi. Donc, si je suis la vie, et si vous êtes la vie existait
ou existe avant votre forme. Elle existe pendant votre forme quand elle vous traverse. Elle existe aussi après votre forme. Et si vous êtes ça, ben vous êtes immortel. Dans cette dimension-là. Ce n'était pas une idée, c'était vraiment une prise de conscience qui a changé ma vie. Et ça n'a pas rendu facile les 5 premières années, parce que tout ce qui était l'ordre de mon ego est arrivé à ma conscience, et ce n'était pas aussi facile que ça. Mais ça fait partie, je dirais, du voyage, en tout cas pour un bon nombre. Quatrième principe, ça je l'ai dit tout à l'heure. Dans l'instant, nos actions, pensées, attitudes, comportements, situations rencontrées activent des associations de perception de vie comme de survie dans son conscient et son inconscient. Je le reprends, pourquoi? Parce que dans la pratique de l'instant, on va utiliser ça. C'est-à-dire que à partir du moment où je pense quelque chose, il s'active quelque chose en moi. Je peux l'apprécier, je peux l'explorer, je peux mettre mon attention dessus, ou pas. Si je reste dans la structure de survie et que la structure de survie considère que la perception est dangereuse, je ne vais pas mettre mon attention dessus. Mon ego, mon cerveau va m'en empêcher. Pourtant, ça pourrait être complètement naturel de laisser le matériel corporel, le matériel humain, sentir ce qu'il sent, puisqu'il le sent. Et ça pourrait être complètement naturel de laisser son état d'esprit prendre conscience de ce qui se passe. J'ai vécu ça aussi il y a 3-4 mois, où il y avait tout un tas de perceptions qui s'activaient en moi, et il n'y avait personne qui revendiquait, qui s'identifiait à ces perceptions. C'était simplement des perceptions qui étaient là, qui traversaient ma forme, venant de mon histoire, oui, ok. Quand je dis mon histoire, c'est appartenant à ma sphère, à ma forme, ok, dans laquelle ma conscience vit, ma conscience individuelle, mais dans laquelle aussi cette conscience individuelle, qui est aussi conscience de l'immanent, conscience consciente, vit. À partir du moment où on tombe dans un corps et qu'on devient individu, l'individu, celui qui doit la vie à, peut-être, on se détache, on se sépare, donc c'est la dualité de la conscience. Mais pourtant, c'est la même chose. C'est pas séparé. On se sépare pour pouvoir se créer à travers son histoire, à travers ses compréhensions conscientes et inconscientes, à travers ses visions, à travers ses convictions, tout ce que vous voulez, ses croyances, individu. Les deux choses peuvent s'aligner. Votre individu n'est pas séparé de la conscience, Alors la pratique de l'instant, c'est quoi? C'est faire la différence entre vivre et survivre. Individu égale entier. Individu. Indivisable aussi. Je disais quelque chose. Donc la pratique de l'instant, ça va faire la différence entre la vie et la survie, mais pour ça, il faut connecter ce qui se passe en soi. Sans ça, on ne peut pas. Aussi, faire la différence entre la conscience individuelle et la conscience de l'essence. Et de voir comment elles peuvent se réunir et comment elles sont réunies. De comprendre intimement ça, en le vivant. C'est aussi apprendre à nourrir la structure de survie qu'on a nourrie pendant des années et des années, qui nous emmène dans des réactions
conditionné pour nourrir la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus survivre, je ne suis pas en train de dire ça, ça a son utilité. Sauf que quand on projette une défensive sur une situation où il n'y a pas d'attaque, c'est inutile. Et à ce moment-là, on perd le goût réel, vrai de l'instant, de la situation et de ce qui est vécu réellement en nous. Alors pour pouvoir se faire, on a besoin de la conscience. Et on a besoin de faire le pont, je viens de le dire, entre la conscience de l'essence et la conscience individuelle. Comment faire la différence entre vie et survivre? La vie m'a donné des outils. Les outils ne sont que des outils. Ce que je veux dire par là, la méditation, par exemple, peut être un très bel outil, mais si toutes les personnes qui pratiquaient la méditation, enfin si la méditation emmenait immanquablement à une compréhension intime, je dis bien immanquablement, du vivant, comprenez ce que je veux dire par là, avec tout ce que ça comporte, eh bien, tous les gens qui méditent auraient ça. C'est pas vrai. Mais ça peut favoriser la conscience. Ça peut aider à voir les choses et ça peut aider à écarter le rideau derrière lequel, on va dire, on se cache. La personnalité parle de persona, parle de masque, parle de personnage. Donc les outils que la vie m'a donnés, je ne vais pas vous parler des 3 outils en profondeur, ça nous mettrait trop loin, mais il y a tête-corps, celui-là je vais en parler un peu plus, c'est le passage de ce que j'appelle la sphère corporelle et la sphère intellectuelle. Les deux ont des fonctions différentes. Tout à l'heure, j'ai parlé du verbe, j'ai parlé du fait qu'on collait des noms, on collait des étiquettes sur les choses pour pouvoir les repérer, mais que l'étiquette n'était pas la chose. Donc, à partir du moment où on reste dans cette verbalisation, à partir du moment où on voit la vie à travers les étiquettes qu'on colle, on ne voit plus la vie. Par contre, notre biologie, le vivant à travers notre corps, lui, il est toujours en contact de la vie, que ce soit pour survivre ou pour vivre, puisqu'il est en relation avec elle. Donc, à partir du moment où vous apprenez, et vous pouvez l'apprendre avec moi, apprenez à contacter ce vivant, vous pouvez faire la différence entre ce qui est perçu, voulu, intellectuellement parlant, d'accord, et ce qui est perçu au niveau du vivant corporel. Et c'est très intéressant, parce que c'est 2 choses vraiment différentes. À partir du moment où je vis quelque chose que je ne comprends pas, je parlais tout à l'heure de la personne qui va vivre quelque chose qu'elle n'a pas comprise, dont à un moment donné, elle ne va pas se souvenir, mais qu'elle va transposer dans des situations. Il faut bien, puisque l'intellect met un sens sur les choses, il faut bien qu'elle mette un sens à des choses qui n'en ont pas. Ou qui en ont dans un certain contexte. Sauf que le contexte, il est oublié. Pourquoi? Parce qu'il est vécu comme dangereux. Alors qu'il n'est plus, puisque c'est une mémoire. Donc, passer de la sphère corporelle à la sphère intellectuelle est très pratique. Très pratique pour faire la différence entre vivre et survivre, et faire la différence entre l'ego et le non-ego. Donc le vivant et l'ego. Et faire la différence dans ce qui a été rendu comme vrai et qui ne l'est pas. Parce que ce qu'on prend comme vrai, on le vit comme vrai. Il y a quelqu'un qui disait ça, il y a autant de vérité que d'êtres humains. Je trouve que c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des vérités, c'est des façons de voir quelque chose. Quand on vit une situation, on a conscience d'une partie des perceptions.
et on n'a pas conscience d'une autre partie qui peut être très grande. Vous comprenez ça? À ce moment-là, les conclusions qu'on va faire, les vérités qu'on va faire, on va les faire à partir de la partie qu'on a comprise, qu'on a conscientisée. Si on en fait une vérité, c'est faux. Mais c'est une façon de voir à partir d'un point donné. Et cela, on peut le retrouver dans ce que j'appelle la sphère du vivant corporel. On peut retrouver ces visions-là. Le deuxième outil, je l'ai appelé le laisser-faire intérieur. Alors, je vais reprendre les 9 dimensions que j'ai transformées en fait en 15 niveaux. Pour Serpent, je vais juste les rappeler. Je crois que tu n'étais pas là tout à l'heure. Il y a la dimension extérieure, il y a la dimension de la pensée, il y a la dimension de l'émotion, il y a la dimension biologique, il y a la qualité de l'essence, il y a la dimension du je, des archétypes, du non-je, le vide et l'absolu sans nom. L'absolu sans nom, ce n'est pas une dimension. Et si une personne a l'impression de ne pas exister, il ne va pas pouvoir accéder en conscience à, par exemple, la dimension du non-je, puisque dans la dimension du non-je, il n'y a pas de je. Okay? Puisque si je suis vivant, je suis au-delà du moi que je considère. Vous comprenez ça? Et donc, il va y avoir une contre-réaction, une réaction à cette dimension-là, comme la dimension du vide. Quand les scientifiques disent la nature a horreur du vide, mais c'est aussi une bêtise sans nom pour moi, okay, je peux me tromper. Pourquoi? Parce que si vous voyez vraiment ce qu'elle fait, elle prend le vide. Elle a besoin du vide. Il y a un monsieur qui s'appelle Peter Brooks. C'était un homme de théâtre qui a écrit un livre qui s'appelle L'espace vide. Comment voulez-vous faire une pièce sans espace vide? Il faut changer le décor. Et le décor, si vous n'avez pas d'espace vide, comment il peut exister? La forme, dans ce qu'on dit en physique quantique ou en psychologie quantique, ça serait du vide densifié. Et sauf que voilà, si j'ai besoin de me sentir exister, dans le vide, je ne me sens pas exister. Dans les accompagnements que je propose, il y a un moment donné qui est très intéressant. C'est qu'à partir du moment où on enlève les peaux défensives et que la personne les voit et puis accepte de les lâcher pour voir, ne serait-ce qu'un moment, autre chose, à un moment donné, il va rencontrer le vide ou le silence. J'en parlais avec la personne de tout à l'heure et dans la séance que j'ai faite avec lui ce matin. Et là, c'est intéressant de noter si l'état d'esprit du moment, qui peut être l'état d'esprit d'hier, qui reste le même, est en réaction avec ce silence. Et si c'est judicieux ou pas d'être en réaction avec ce silence ou ce vide. À partir du moment où on commence à voir que, ben non, le vide n'est pas dangereux, on s'aperçoit que le vide n'est pas vide, mais qu'il est plein. Et, comme je disais tout à l'heure, ce qui est vrai dans une dimension n'est pas forcément vrai dans une autre. Dans les qualités de l'essence, on a par exemple la pure liberté, on a par exemple la paix, mais la paix, on la rencontre quand? Quand l'esprit se calme, quand l'esprit n'a plus besoin de se défendre, de se protéger. Et à ce moment-là, la qualité de l'essence apparaît. Elle est là. Simplement, notre conscience inconsciente n'est plus vrillée, accaparée par une relation avec des perceptions, par exemple, à éviter. Et bien évidemment, quand on a perdu la conscience des qualités de l'essence, par exemple,
On va chercher la paix dans les émotions. Comme j'ai dit tout à l'heure, les quatre basiques, il y a peur, il y a joie, il y a tristesse et il y a colère. Trois négatives, trois dites négatives, où on peut trouver la paix dans la dimension émotionnelle. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas cette fonction. Ce n'est pas dans la loi de la dimension émotionnelle que d'être en paix. Par contre, la paix arrive à partir du moment où l'émotion s'exprime dans une certaine liberté et qu'elle ne traîne pas avec un passé casserole, si vous comprenez ce que je veux dire. À ce moment-là, il y a une ouverture. Oui, mon chat, il y a mon chat qui oui. Ah, parce que ma compagne arrive. Le laisser-faire intérieur, alors ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toutes ces dimensions, bon, après j'ai agrandi ça à 15 niveaux par rapport à la dimension biologique parce qu'elle est extrêmement fournie, eh bien, ces dimensions communiquent entre elles. Et cette communication, c'est comme si ça joue en vase communicant, c'est comme si dans certaines dimensions, par rapport à un activateur donné, par rapport à un hologramme précis, c'est comme si ces dimensions, le vivant, on l'arrêtait, sans même s'en apercevoir. À partir du moment où, et ça forme le conditionnement, ça construit le conditionnement. À partir du moment où vous partez d'un activateur, qui peut être une difficulté X, un trait de l'ego, une tension dans le corps, des choses comme ça, et que vous passez de niveau en niveau et que vous laissez la vie se faire, pour ça il faut savoir aller dans le manifesté du vivant corporel et passer de l'intellect au corporel, à ce moment-là, la vie reprend ses droits. Parce que la vie, elle ne va pas nous forcer. La vie, elle nous suit, elle est à notre service. Et dans ce qu'on lui laisse faire, eh ben, elle fait. Mais maintenant, elle a aussi ses besoins. Elle a aussi ses lois. Et si elle ne peut pas passer là, il faut passer autre part. C'est un peu comme l'eau. L'eau, elle s'infiltre. L'eau, elle doit trouver son chemin. Mais la vie, elle est pareille. Et à partir du moment où on ne l'a pas laissé passer là, on ne l'a pas laissé passer là, on ne l'a pas laissé passer là, par rapport à un document inconscient précis, eh ben, ça peut former des bugs. Et le laisser faire aide à lâcher ces bugs. Elle est subjective puisque le vivant se manifeste à chaque instant. Tu me parles de la vie? C'est ça? Elle est subjective? Ah, la paix? Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. La paix n'est pas subjective. Elle est. C'est pas quelque chose qu'on se donne, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on trouve. À partir du moment où tu arrêtes de te battre, la paix est là. Et c'est vrai pour tout le monde. Donc, elle n'est pas subjective. Je crois pas. Oui, réel. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais ressenti. Ah. Après, dans le ressenti, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, mais est-ce que je te donne la parole? Rétablir le son, je te donne la parole. Est-ce que tu veux la voir? Pour ça, il faut que tu aies branché ton micro. Ok, tu peux parler si tu veux. Oui, par rapport au ressenti, bah, que ce soit inconscient ou conscient, les choses sont toujours ressenties par le matériel humain. Le manifesté, lui, il est là, donc il est ressenti. Simplement, tu vas mettre ta conscience dessus ou tu ne vas pas mettre ta conscience dessus. La paix, elle est là, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Elle est, par exemple, bon, même si c'est un concept, mais c'est quand même un concept intéressant, elle est dans la qualité de l'essence. Et elle est dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Quand tu prends l'amour inconditionnel, bah, tout est permis, tout est possible. Ah, il y a quelqu'un qui est parti. Et c'est complètement ouvert pour ça.
Donc, le laisser-faire, et il y a aussi un outil que j'ai appelé le qui fait quoi. Et le qui fait quoi, c'est une manière de désamorcer la force de l'ego, la puissance de l'ego qui, lui, se construit à travers des chaînes d'association de perception. Alors tout ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour favoriser la prise de conscience. Et la prise de conscience, la conscience, elle ne peut se faire que dans l'instant. Ça va désamorcer la force de l'ego, ça va épurer la retenue des perceptions et les bugs psycho-énergétiques, et ça va aussi épurer la charge émotionnelle et rééduquer son conditionnement. Parce qu'en fait, dans le conditionnement, il y a toute une façon d'être qui est une façon d'être à tiroir. On s'éduque, ce n'est pas nos parents, c'est notre biologie qui nous éduque comme ça par rapport à nos compréhensions de nos passés, d'une certaine manière, avec des façons d'être instantanées. Et on s'habitue, on se sécurise dans des habitudes. Mais ces habitudes, dans la structure de survie, nous enferment. Donc, ça donne une possibilité, tout ce que je viens de vous dire, de rééduquer ça. Alors, comment vous pouvez apprendre à pratiquer l'instant du vivant? Vous pouvez aller après sur mon site, par exemple, la pratique de l'instant. Il y a une formation qui s'appelle Surfer votre vie. Et il y a aussi des stages de communion avec le vivant, avec le végétal. Alors, ce que je me suis aperçu avec la communion avec le vivant et le végétal, qui marche avec la formation Surfer votre vie, c'est qu'à partir du moment où on laisse nos perceptions, on laisse la vie à nos perceptions, c'est-à-dire qu'on ne les arrête pas depuis notre inconscient, et donc pour ça, il faut rencontrer l'inconscient dans l'instant. La cerise sur le gâteau, c'est que le vivant communique avec le vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous connectez votre vivant avec le vivant, par exemple d'une plante ou d'un arbre, il y a une communion qui se passe. Et une communion, je dirais, ahurissante. Nicolas pourrait en témoigner, par exemple, ou Émilie aussi. Et les arbres, la nature, a l'air d'être plus proche de l'unité dans la conscience que nous. Et en communion avec la nature, ça aide à voir ce que la structure de survie nous empêche de voir. Ça aide à voir comment les choses s'orchestrent dans une façon simple et avec quelque chose de magique dedans. Je ne vais pas m'enfoncer dedans, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Donc je ne vais pas m'enfoncer là-dedans. J'ai choisi ce soir de ne pas faire une conférence sur la communion avec le végétal. Vous pouvez, si vous allez sur YouTube, vous tapez Didier Thiellet et vous allez avoir des partages sur la pratique, sur la communion avec le végétal. Mais c'est quelque chose d'absolument fabuleux et qui demande de devenir canal du vivant et de laisser le vivant nous traverser. Et c'est une découverte. C'est une découverte aussi qui aide à simplifier tout ce qui peut être cristallisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Je pourrais remettre le son à tout le monde. Je le remets. Hein. Hop. Hop. Vous avez le son? Oui, mais apparemment, Marie-Christine, non. Coralie et Serpent non plus. Alors, tu es Catherine, Serpent, j'ai activé.
Je vais rétablir la vidéo. Donc, je disais tout à l'heure, Serpent, que je vais sûrement mettre sur YouTube la conférence. Donc, si tu veux pas être vu, dis-le moi et je ferme ta caméra. Ah, je l'ai mis. On est à l'ombre. Serpent démarrera la vidéo plus tard. Ok, Catherine, je te l'ai fait démarrer. Coralie, il y a pas de toute manière, il n'y a pas de vidéo. Ah, Moi, je suis dans le noir, moi. ouais, d'accord. Ouais. C'est un peu bizarre. On voit un peu de lumière. Oui. Ok, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai. C'est un peu spécial les conférences par le web parce que bah, ça manque un petit peu d'une dynamique. Puisque je ne vous vois pas et je ne peux pas avoir de contact. En général, dans les conférences que je fais, je mets beaucoup plus de contact. Alors, Émilie Nicolas, Catherine, y a-t-il des questions? Didier, est-ce que tu as une question? Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Ou qu'est-ce que vous avez vécu avec tout ce que j'ai évoqué? Ha, ha. Nous, ça nous parle déjà beaucoup. Ça fait un petit moment qu'on te suit, donc il n'y a pas de. Enfin, je sais pas toi, Émilie, mais en tout cas, moi, je comprends tout ce que tu expliques. Je comprends, j'en fais une partie. Et voilà, j'ai pas vraiment de réelles questions. J'ai pas d'interrogation, en tout cas. Ok. Est-ce que tu veux partager quelque chose par rapport à la ComVG? La ComVG, ben écoute, c'est un bon tremplin, c'est une bonne introduction à surfer votre vie. En tout cas, moi, dans mon parcours, je ne me suis pas arrêté à la ComVG. Mais très rapidement, tu nous as donné des outils qu'on retrouve dans Surfer votre vie et des outils qui permettent de vivre des moments d'instant fabuleux, quoi. On peut en parler, mais il faut le vivre, quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais, En parler, ça reste une étiquette sur quelque chose. c'est ça. C'est moi qui ai recherché une bonne partie de ma vie, ce que c'était la vie, c'est de l'aborder de différentes facettes, etc. Que ce soit par les soins, que ce soit par tout le travail sur la survie, des choses comme ça. Là, parce que tu nous as proposé, ce que tu me proposes, c'est une porte pour vivre ça. Enfin, tu l'as expliqué en long, en large, en travers, quoi. En même temps, je vais ajouter ça. Pour pouvoir trouver, il faut arrêter de chercher. Et sans ça, tu trouves pas. Ok. Ben, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été présent. Et puis au plaisir d'une rencontre peut-être. Juste que, oui. Ouais, juste s'il y a des personnes qui sont intéressées, tu vas venir dans le Jura prochainement en novembre Ouais. pour faire